Threads, des iPhones. On va avoir un nouveau satellite. Halifax, la carte. Opus, Hydro-Québec, l'hôpital de Maria. Alcan, Google. Threads a officiellement 1 an fête son premier anniversaire, toujours chevillé à Instagram, mais un petit peu plus très indépendant que ça l'était précédemment. L'application de Meta, donc Facebook, Zuki, etc., a été lancée. Moi, je ne vois pas le temps passer. Là. Tempus Fugit a été lancé le 1er juillet, semblerait-il. 2023, c'est radicapoté. Je vais vous avouer que je l'aime beaucoup cette application, je l'utilise pas mal, elle n'est certes pas parfaite, mais en constante amélioration, sauf certains points qui se dégradent légèrement. 175 millions d'utilisateurs mensuels, si t'es pas là-dessus, ben c'est correct, t'as le droit. Hein? À un moment donné, on choisit nos combats. Puis si on considère notre présence sur les réseaux sociaux comme une bataille, peut-être vaut mieux prendre du recul. Threads compte désormais donc une trollée d'utilisateurs. Grosse année. Fait compétition à X, Twitter, bien entendu. X qui a atteint 600 millions d'utilisateurs mensuels, 300 millions d'utilisateurs quotidiens en mai dernier, selon son propriétaire. Qualité versus quantité, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Il sera bientôt possible de faire réparer des iPhones en libre service à compter de 2025 au Canada. Apple va accepter que l'on procède. Le géant californien de la tech a annoncé que le programme, d'abord lancé en 2022 aux États-Unis, fait son arrivée dans notre pays l'an prochain. D'accord? Donc le programme va offrir aux utilisateurs qui souhaitent réparer eux-mêmes leur appareil d'accès aux pièces détachées, aux outils, aux manuels de réparation d'origine Apple. J'aime beaucoup parce que ça suit un vent d'espoir. On s'inspire notamment de l'indice de réparabilité européen, qui est gigantesque, de ne plus avoir des pièces de technologie jetables, pas mal vulnérable à l'obsolescence programmée, ça change énormément de choses à mes yeux. On va avoir un nouveau satellite qui va être d'autant plus efficace pour nous donner précisément les détails, j'ai pluralisé la chose, de la météo. Get this. Il s'appelle GOES-U. Alors, G-O-E-S-U, tout en majuscule. Ça doit être un acronyme, je le devine, hein? C'est le dernier d'une série de 4 satellites exploités par la NOAA. C'était des radios spéciales de survie apocalyptique là, qui captent la NOAA, qui captent des signaux d'annonces importantes, surtout météorologiques. C'est en collaboration avec la NASA. Ça va rejoindre bientôt ses prédécesseurs dans l'espace. L'événement d'ailleurs ça s'est déjà passé, c'était suivi en direct sur la chaîne de la NASA. Alors, on va se mettre à parler dans le passé, c'était le 25 juin en après-midi que le Centre spatial Kennedy en Floride a shooté ça. C'est un satellite assez massif, merci, la taille d'un petit autobus scolaire transporté par SpaceX Falcon Heavy, qui est à ce jour une des fusées les plus puissantes en opération. C'est assez impressionnant. Alors, il va y avoir une nouvelle caméra qu'on appelle un coronographe. Et non, ça n'ira pas jusqu'à Uranus. C'est une caméra spéciale qui déploie un petit disque devant son objectif qui bloque la lumière directe du soleil. Comme quand on observe une éclipse. La caméra est protégée, peut enregistrer l'activité qui se produit dans la couronne solaire, la couche la plus externe de l'atmosphère du Soleil. C'est assez urgent parce que il y a de l'action. Il y a de l'action sur notre étoile. Puis, selon les récentes activités boréales, aurorifiques, on remarque
peut-être qu'il faudrait porter un petit peu plus attention à ce qui se passe là-haut. Halifax a cessé son avis d'ébullition. Magnifique bouilloire. Si jamais vous en spottez une dans un Renaissance, faites-moi signe, je la veux sur mon four. Mais oui, c'est quand même particulier. Le service des eaux a levé l'avis d'ébullition dans les environs. Cette semaine, il y avait eu un problème électrique interne à l'installation de Pocwock Lake. Pocwock, toi, chose avec beaucoup de CK. Au moins 2 CK dans ce mot-là, qui avait permis à une quantité limitée d'eau non chlorée de pénétrer dans le système, donc pas excessivement dangereux, mais l'avis d'ébullition a touché 201 000. La carte Opus, complètement virtuelle, sera déployée. Il y a quand même du progrès à ce niveau-là. Pour une fois. Elle sera déployée dès l'été 2025. Pour les transports en commun, ça va être de plus en plus accessible. Ça va être possible d'avoir sa carte Opus à même son téléphone cellulaire pour se déplacer à bord des services de transport collectif de la région métropolitaine de Montréal dès l'été 2025. Solution transitoire, disons, à mi-chemin de la refonte complète du système Opus, selon l'Autorité régionale de transport métropolitain, l'ARTM. Ça, c'est selon Le Devoir. C'est Marc-Antoine Franco-Rey qui nous jase que la numérisation de la carte Opus vise à faciliter la cohabitation de titres de transport multiples pour les usagers de différents réseaux. Très rassurant. Le système actuel ne peut pas privilégier automatiquement le bon titre sur une carte. Fait que tu peux scanner ta carte puis te faire gober le titre le plus dispendieux, ça se pourrait que ça arrive, alors que t'en as, voilà, t'as différentes compatibilités selon tes trajets. On ne sait pas où va l'usager après tout. L'histoire de si tu vas jusqu'à Laval ou à Longueuil, tu payes un certain tarif. Et c'est vraiment un gros brol. Une idée farfelue selon moi. Certains titres ne peuvent pas cohabiter comme ceux de la famille TwoMod, ce qui oblige les usagers à posséder plus d'une carte. Ça va faire en sorte finalement qu'au lieu de se promener avec plusieurs cartes Opus physiques qu'on aura marquées d'un trait de Sharpie, tout va être centralisé dans le téléphone. C'est ce qu'explique le directeur aux affaires publiques et aux communications de l'ARTM. Enfin, Hydro-Québec entame un gros projet d'éolienne, 9 milliards de dollars en partenariat avec 2 communautés autochtones et une MRC. Ils vont couvrir 5000 km². C'est assez impressionnant. Thomas Gerbet dans Radio-Can Info nous parle d'un méga parc éolien d'Hydro-Québec qui se déploierait donc au Saguenay-Lac-Saint-Jean tout spécifiquement. L'hôpital de Maria a dû mettre la dépouille d'un patient dans une chambre froide, d'accord, de l'aile alimentaire de l'établissement, parce que la panne touchait à la morgue. Le syndicat des infirmières auxiliaires et des inhalothérapeutes de l'Est du Québec. C'est le SIIIEQ. J'adore ça. C'est formidable. Bon, c'est Pierre-Luc Bujold qui est le président de la SIIIEQ, qui note que la dépouille, selon ce qu'il a appris, ne pouvait être envoyée à un salon funéraire en raison du protocole établi par le coroner concernant les conditions, les circonstances de ce décès. La direction tient à être aussi claire, dit le CISSS de la Gaspésie. La transparence est l'une des valeurs fondamentales de l'administration actuelle. C'est pourquoi nous expliquons la situation telle qu'elle est. Donc, le plus gros souci, le plus gros scandale, c'est pas qu'il l'ait faite. C'est pas qu'ils aient mis une dépouille dans un frigo de cafétéria. C'est pas ça le problème. C'est qu'ils aient essayé de le cacher. C'est qu'ils aient demandé spécifiquement aux employés de ne pas en parler. Vaut mieux la transparence. Quasiment à tout coup, vaut mieux la transparence, qu'on se le dise. Alcan est en train de développer... Déjà, le Québec est connu pour son aluminium vert, d'accord? Mais là, ça va encore mieux. Rio Tinto passe
encore plus proche de l'aluminium le plus vert qui soit. C'est pas encore à l'échelle industrielle, mais ça serait 100% vert prochainement avec une nouvelle usine de démonstration, c'est Québec et Ottawa qui délient les cordons de la bourse pour permettre un projet de 375 millions de dollars à voir le jour. Alors, c'est la technologie Elysis qui va être déployée dans un bâtiment qui va être érigé sur le site de son usine d'Arvida au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le démarrage est prévu en 2027. On parle de 2500 tonnes par année, une production modeste, mais qui change tout. Une approche assez prudente pour débuter, c'est ce que dit le directeur principal des opérations, Sébastien Ross, en entrevue téléphonique. Étant donné que c'est une technologie de rupture, il y a beaucoup de choses qu'il faut développer de zéro. Si je me fie, ça c'était un article de la presse, si je me fie à un article du droit, c'est la première entreprise d'aluminium à obtenir une licence Elysis, ce qui est absolument génial. On parle de 10 cuves qui fonctionnent avec cette technologie Elysis, ce qui est un acronyme, je suppose, ou juste écrit en majuscule pour rendre la chose importante. Donc, c'est la première entreprise de production d'alu à obtenir une licence pour opérer des cubes avec cette technologie qui permet de produire surtout un aluminium sans carbone. Ça peut changer bien des affaires. Ça peut faire des beaux vélos, des top skis, mais aussi ça peut s'intégrer dans chaque facette de notre vie, éventuellement, et on peut être fier de ça localement. Ouais. Alors, Google, on nous annonce, a émis en 2023 autant de gaz à effet de serre qu'un pays comme la Moldavie. C'est tellement spécifique et cocasse qu'ils aient choisi la Moldavie. Pourquoi la Moldavie? Comme la Moldavie. Ça aurait pu être un autre pays, mais c'est un pays comme la Moldavie. Ils ont publié un rapport environnemental pour l'année précédente. Les chiffres sont très mauvais. On sait qu'il y a beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre, de CO2 qui sont liées avec l'intelligence artificielle, le jus que ça prend, l'intelligence artificielle. Très, très gourmande en énergie, celle-ci. Mais ils ont progressé, donc les gaz à effet de serre de Google, progressé de 13% l'an dernier. Ça veut dire plus de 50% en 5 ans. On vise, on se rappelle, avec Google, ils nous ont promis une neutralité carbone en 2030. C'est extrêmement ambitieux considérant que ça fait juste augmenter non-stop tout le temps. Yikes!